Avant d'intervenir sur un circuit de climatisation, vérifiez auprès des autorités locales si des autorisations sont nécessaires. En effet, certains réfrigérants sont des substances réglementées. Suivez les directives des organismes concernés. Le système de climatisation d'un véhicule est conçu pour transférer la chaleur de l'habitacle vers l'extérieur. C'est la première d'une série de vidéos consacrées à la climatisation, couvrant le fonctionnement, l'entretien, le diagnostic et la réparation des climatisations pour automobiles. Pour être vraiment efficace, le système de climatisation doit remplir 4 fonctions. Il doit refroidir, épurer, faire circuler et sécher l'air de l'habitacle. Ces fonctions sont essentielles pour maintenir le confort des occupants lorsque la température et l'humidité ambiante sont élevées. Pour bien comprendre comment fonctionne un circuit de climatisation, il faut d'abord connaître la nature de la chaleur. La chaleur est une forme d'énergie. En quantité appropriée, la chaleur favorise la vie et apporte du confort. Tandis qu'une chaleur excessive ou insuffisante est difficile à supporter. Tout corps au-dessus du zéro absolu retient l'énergie thermique. Cette énergie thermique se mesure en calories. Une calorie correspond à ce qui est nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau d'1 degré Celsius. La chaleur passe toujours du chaud au froid par convection, conduction ou rayonnement. La convection est le déplacement de l'énergie thermique à travers un milieu liquide ou gazeux. Au fur et à mesure qu'un fluide absorbe la chaleur, il s'élève, tandis que le gaz ou liquide plus frais et donc plus dense descend. Dans une maison à 2 niveaux, il fait toujours plus chaud à l'étage. La conduction est le déplacement de l'énergie thermique à travers un milieu solide. La chaleur se déplace vers les parties froides sans changement apparent du milieu. C'est le cas lors du soudage du métal. Le rayonnement n'a pas besoin d'un autre corps pour transférer l'énergie thermique. L'énergie se déplace sous forme de rayons ou d'ondes. La chaleur rayonnée est facilement absorbée par l'air ambiant. La chaleur ressentie du soleil est un exemple de rayonnement. L'énergie thermique est toujours transférée du corps le plus chaud vers le corps le plus froid jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre les deux, et que leur température soit égale à l'air ambiant. C'est ce qu'on appelle la loi du transfert de chaleur sur laquelle s'appuient les systèmes modernes de climatisation. La température indique la quantité d'énergie thermique dans un corps. En contrôlant la température, on peut contrôler le confort. La climatisation est une méthode de gestion de la température qui utilise le principe du changement d'état. L'évaporation décrit la situation dans laquelle une quantité suffisante d'énergie thermique est transférée vers un corps liquide pour le transformer en vapeur ou gaz. C'est le changement d'état qui se produit lorsque l'on fait bouillir de l'eau. La condensation est le contraire de l'évaporation. Si vous retirez une quantité suffisante d'énergie thermique d'une vapeur, celle-ci change d'état pour devenir liquide. Ainsi, lorsque la vapeur refroidit, elle se transforme en eau. Il y a congélation lorsqu'une quantité importante de chaleur est retirée d'un liquide et qu'il se solidifie. Le fluide utilisé pour éliminer l'énergie thermique de l'habitacle d'un véhicule est appelé réfrigérant. Les réfrigérants couramment utilisés dans les véhicules à moteur sont le R12, le R134a, certains hydrocarbures et le CO2. Depuis l'adoption du deuxième protocole de Montréal en 1997, une élimination totale du réfrigérant R12 a été réalisée. Le R134a a été choisi pour remplacer le R12 car il n'a pas d'impact sur la couche d'ozone et présente un faible potentiel de réchauffement global. C'est parce que le R134a est un hydrofluorocarbure ou HFC alors que le R12 est un chlorofluorocarbure ou CFC contenant du chlore. Le chlore a un effet majeur sur la destruction de la couche d'ozone. Bien que le R134a soit aujourd'hui le réfrigérant le plus utilisé dans l'industrie automobile, il est lui aussi voué à disparaître progressivement. Les produits de remplacement, comme le FO 1234YF, qui est un composé organique fluoré, le R744 à base de CO2,
ou même un réfrigérant à base d'hydrocarbures, ont un potentiel de réchauffement global beaucoup plus faible. Les réfrigérants classiques ont la même capacité de changer d'état et de transférer l'énergie thermique que l'eau, mais ils peuvent le faire à des températures beaucoup plus basses. Le R134 about à environ -26°C. Pendant ce changement d'état de liquide à vapeur, il absorbe de grandes quantités d'énergie thermique, qu'il peut libérer en passant de vapeur à liquide. Les réfrigérants conventionnels sont stockés dans des bouteilles métalliques sous haute pression. La haute pression permet au réfrigérant de rester sous forme liquide. Pour comprendre comment un réfrigérant est utilisé pour réguler la température à l'intérieur d'un véhicule, il faut connaître les effets de la pression et de la température. Lorsque la pression du réfrigérant est élevée, sa température l'est aussi. De même, si la pression diminue, la température du réfrigérant baisse aussi. Par conséquent, pour réduire la température d'un réfrigérant, il faut abaisser sa pression. On peut aussi dire qu'en réduisant sa pression, on peut abaisser le point d'ébullition d'un réfrigérant. Pour absorber le plus de chaleur possible d'un habitacle, la pression du réfrigérant est maintenue basse dans cette partie du circuit de climatisation. Au fur et à mesure que le réfrigérant absorbe la chaleur, il passe de liquide à vapeur. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Pour pouvoir dissiper la chaleur vers l'extérieur du véhicule, cette partie du circuit a besoin d'une pression élevée. Lorsque la vapeur perd de l'énergie thermique, elle change de nouveau d'état et se condense en liquide. Examinons de plus près le fonctionnement du circuit de climatisation d'un véhicule. Lorsque la climatisation est coupée, le réfrigérant occupe le circuit sous forme de vapeur. Sa pression est égale partout. Lorsqu'il en reçoit l'ordre, le compresseur remplit son rôle qui consiste à augmenter la pression et la température du réfrigérant du côté haute pression. Le réfrigérant sort du compresseur sous forme de gaz à très haute température et sous haute pression. En passant dans le condenseur, l'énergie thermique du réfrigérant est éliminée par conduction et transmise aux ailettes de refroidissement, qui la dissipent dans le flux d'air. En circulant dans le condenseur, le réfrigérant subit un changement d'état en se condensant en liquide sous haute pression. Le liquide sous haute pression et à haute température sort du condenseur et traverse un réservoir déshydrateur si le système utilise un détendeur thermique. Ce dispositif filtré élimine l'humidité du réfrigérant. Certains détendeurs thermiques font également office de réservoir de stockage liquide du système. Le réfrigérant propre, sec, sous haute pression et à haute température est ensuite refoulé à travers un tube à orifice calibré ou un détendeur thermique. Ces dispositifs provoquent la chute de la pression et donc, de la température du réfrigérant. Ils régulent le débit de réfrigérant entrant dans l'évaporateur. La circulation du réfrigérant à basse pression et à basse température se poursuit jusqu'à l'évaporateur. Quand il entre dans le faisceau de l'évaporateur, le réfrigérant liquide est à sa température et pression minimale. Des conditions idéales pour absorber l'énergie thermique de l'habitacle. Le ventilateur aspire l'air chaud de l'habitacle et le fait passer sur le faisceau de l'évaporateur où l'énergie thermique est transférée de l'air à l'évaporateur, puis au réfrigérant, selon le principe de la conduction. En absorbant l'énergie thermique, le réfrigérant revient à l'état gazeux. Dans un système à orifice calibré, tout le réfrigérant n'est pas converti en gaz dans l'évaporateur. Cette vapeur de réfrigérant est dirigée vers un accumulateur placé en position haute dans le compartiment moteur. Non seulement l'accumulateur élimine toute humidité, mais il permet aussi à tout réfrigérant liquide résiduel de s'évaporer. L'accumulateur absorbe la chaleur du compartiment moteur pour accélérer ce processus. À ce stade, quel que soit le type de système, il ne devrait y avoir que du gaz dans les tuyaux d'aspiration. Il est essentiel qu'aucun liquide ne pénètre dans le compresseur, ce qui entraînerait une panne majeure. Ce cycle se poursuit jusqu'à la coupure du compresseur. Pour faciliter la compréhension, nous avons divisé le circuit de climatisation en deux parties, le côté haute pression et le côté basse pression.
Le côté haute pression désigne la partie du circuit qui est sous haute pression et à haute température tandis que le côté basse pression contient tous les tronçons qui fonctionnent à une température et pression plus basse. La climatisation est un luxe que les clients oublient jusqu'à ce qu'elle tombe en panne lors d'une chaude journée d'été. Familiarisez-vous avec le système avant de tenter une réparation. Merci de votre attention. Le circuit de climatisation d'un véhicule peut être divisé en un côté haute pression et un côté basse pression. Intéressons-nous de plus près au côté haute pression. Il existe différents types et marques de compresseurs de climatisation automobile. Ils peuvent être à piston, à spirale ou à palette. Quel que soit le type, ils ont pour fonction d'augmenter la pression du réfrigérant et de faire circuler l'huile lubrifiante. Le type à plateau oscillant à cylindrée fixe utilise des pistons alternatifs reliés à une plateau oscillant par des bielles. En tournant, l'arbre du compresseur modifie l'angle du plateau oscillant, ce qui provoque le mouvement de va-et-vient des bielles et des pistons. Pendant la course d'admission, le réfrigérant sous forme de vapeur est aspiré à travers un clapet anti-retour et passe dans le cylindre. Le réfrigérant comprimé est alors dirigé vers le condenseur sous forme de vapeur à haute pression et haute température pendant la course d'échappement. Ce type de compresseur est spécifique en ce qu'il utilise deux spirales, l'une fixe, l'autre mobile, imbriquées l'une dans l'autre. La spirale mobile est reliée à l'arbre du compresseur par l'intermédiaire d'un palier concentrique. La rotation de ce palier imprime un mouvement orbital ou oscillant à la spirale. L'oscillation de la spirale mobile à l'intérieur de la spirale fixe entraîne la formation de poches de gaz. Avec la diminution de la taille de ces poches, le réfrigérant comprimé sort du condenseur par un clapet à lamelles et un orifice de refoulement. Alors que le mouvement de la spirale se poursuit, le volume des poches commence à augmenter. Ceci crée une zone de basse pression qui permet aux vapeurs de réfrigérant de passer dans les poches via un clapet à lamelles d'admission. Ce mouvement continue jusqu'au désengagement de l'embrayage du compresseur. Ce type de compresseur est couramment utilisé sur des moteurs de petite cylindrée. Il est important de noter que, dans ces compresseurs, les spirales ne tournent pas. La plupart des compresseurs à palette consistent en un rotor doté de 3 ou 4 palettes et un carter de forme spéciale. Comme le rotor est solidaire de l'arbre du compresseur, les palettes suivent la courbe du carter lorsque l'embrayage est engagé. Des poches de gaz se forment entre les palettes en rotation et le carter. Plus la poche est grande, plus la pression est basse. Le réfrigérant sous forme de vapeur est aspiré dans ces zones de basse pression à travers l'orifice d'entrée. Le mouvement des palettes le fait circuler dans le carter. Au fur et à mesure que la taille de la chambre diminue, la pression du réfrigérant augmente. Quand le réfrigérant atteint l'orifice de refoulement, il est à la pression maximale. Il sort du compresseur sous forme de vapeur à très haute pression et à haute température. Le compresseur à cylindrée variable adapte sa cylindrée aux besoins du circuit de climatisation. Ce type de compresseur utilise un plateau oscillant à angle variable relié à des pistons disposés de façon axiale. Lorsque l'arbre du compresseur met en rotation le plateau, les pistons sont entraînés dans un mouvement de va-et-vient dans leurs alaisages. L'angle du plateau oscillant détermine la course effective des pistons. Lorsque la course s'allonge, une plus grande quantité de réfrigérant est aspirée dans le compresseur. Plus le volume de réfrigérant pompé est élevé, plus le refroidissement est efficace. La cylindrée du compresseur est régulée par une électrovanne de pilotage logée dans la culasse. Cette électrovanne détecte et répond à la demande côté basse pression en modulant la pression dans le carter du compresseur. L'angle du plateau oscillant est déterminé par la différence de pression dans le carter du compresseur. Plus la demande de refroidissement est élevée, plus l'angle du plateau oscillant doit être élevé. Certains véhicules climatisés récents utilisent une électrovanne à modulation de largeur d'impulsion pour commander l'angle du plateau oscillant.
Le rôle de l'embrayage consiste à relier la poulie du rotor à l'arbre du compresseur lorsqu'il en reçoit l'ordre du système de climatisation. L'embrayage permet au compresseur d'être piloté par un circuit électronique. Le circuit de commande peut inclure un pressostat basse pression et un pressostat haute pression, un interrupteur de ventilateur intérieur, un interrupteur principal, un capteur de température dans l'évaporateur et un relais de commande d'embrayage. Le compresseur utilise un champ magnétique pour tirer le disque avant dans la poulie d'entraînement. Étant donné que le disque est solidaire de l'arbre du compresseur, l'engagement a pour effet de mettre en rotation l'arbre à la vitesse de la poulie, ce qui entraîne le compresseur. Lorsque le fonctionnement du compresseur n'est plus nécessaire, le système désactive le champ magnétique, ce qui désengage l'embrayage. Les systèmes de climatisation modernes utilisent un capteur de température de l'évaporateur et un capteur de pression de réfrigérant dont les signaux permettent au module VAC ou au module de climatisation de surveiller le circuit. Lorsqu'il est nécessaire d'activer le compresseur, un message est envoyé sur le réseau au calculateur de gestion moteur, dont le rôle est précisément de commander l'embrayage du compresseur en fonction des besoins. La plupart des embrayages de compresseurs utilisent une diode de blocage connectée en parallèle qui empêche que d'éventuels pics de tension induits par l'ouverture du circuit de champ magnétique n'atteignent le calculateur ou le relais de commande et ne causent des dommages. Certains compresseurs à cylindrée variable sont dépourvus d'embrayage. Dans ces systèmes, on régule la pression en faisant fonctionner les ventilateurs chaque fois que la climatisation est active. Un des avantages de cette solution est que la circulation continue de l'huile de graissage assure l'étanchéité et améliore la longévité du compresseur. Tous les compresseurs modernes utilisent un interrupteur de protection thermique monté sur le corps du compresseur. Cet interrupteur, connecté en série avec l'embrayage, est conçu pour surveiller la température du carter du compresseur. Si une défaillance mécanique se produit dans le compresseur, la chaleur ainsi générée est transférée à l'interrupteur. Une fois qu'une température définie est atteinte, l'interrupteur s'ouvre, coupant le circuit de commande de l'embrayage. Lorsque la température dans le carter du compresseur tombe en dessous de la valeur définie, l'interrupteur se ferme et l'embrayage s'engage de nouveau. Les pressostats haute et basse pression que l'on trouve dans les circuits de climatisation plus anciens servent à interrompre la commande du compresseur si la pression du réfrigérant dépasse les limites autorisées. Ce type de pressostat utilise un simple jeu de contact relié à une membrane pour remplir cette fonction. Les systèmes de climatisation modernes utilisent un transducteur de pression pour transmettre les valeurs de pression de réfrigérant au module VAC ou module de commande de climatisation. Il s'agit généralement d'un capteur piézoélectrique qui utilise lui aussi un circuit de référence haute et un circuit de référence basse du calculateur de gestion moteur. Ce capteur retourne un signal de tension variable en fonction de la pression dans le circuit. L'avantage de ce type de capteur par rapport à un pressostat basse ou haute pression est qu'il permet de surveiller de manière continue et précise les pressions de réfrigérant. Grâce à ces données d'entrée plus précises, le module VAC ou module de climatisation est en mesure de commander plus finement le cyclage de l'embrayage du compresseur ou la puissance du compresseur à cylindrée variable. Pour éviter les défaillances mécaniques, le compresseur de climatisation doit être lubrifié. Le lubrifiant est mélangé au réfrigérant pour circuler dans tout le circuit. L'huile utilisée dans les circuits de climatisation classiques est une huile polyalkylène glycol, ou PAG. Ce type d'huile est extrêmement hygroscopique. N'ouvrez le bidon qu'au dernier moment avant utilisation. Il existe de nombreux types d'huile PAG, lisez toujours les spécifications du fabricant avant d'utiliser une huile. Le compresseur est relié par des flexibles au condenseur et au côté basse pression du circuit de climatisation. Ces flexibles sont constitués de plusieurs couches pour bien résister aux pressions élevées produites dans le circuit. La couche la plus à l'intérieur se présente comme une doublure en nylon. Elle permet de réduire la fuite normale de réfrigérant à travers l'extérieur en caoutchouc poreux du flexible.
certains circuits utilisent un échangeur de chaleur interne. Le réfrigérant liquide à haute pression du condenseur est acheminé par un tube intérieur étanche vers le dispositif de régulation du débit. Les vapeurs retournant de l'évaporateur au compresseur circulent dans la partie extérieure du flexible. En raison de la différence de température importante entre les côtés haute et basse pression, un transfert de chaleur s'effectue. L'échangeur de chaleur refroidit le réfrigérant à haute pression avant qu'il n'atteigne le dispositif de régulation du débit et de réduction de la pression. Des tuyaux en aluminium sont utilisés là où une flexibilité n'est pas nécessaire, car ce matériau n'est pas réactif au réfrigérant et à l'huile de graissage. Le tuyau haute pression présente un diamètre plus petit et une épaisseur de paroi plus grande que le tuyau basse pression. Les joints des circuits de climatisation modernes doivent être capables d'empêcher le passage des réfrigérants à faible taille moléculaire et de résister à la dégradation acide causée par l'humidité dans le circuit. Ces joints sont en caoutchouc nitrile-butadiène hydrogéné ou HNBR. Le condenseur est un échangeur de chaleur. Il permet le transfert de la chaleur élevée du réfrigérant vers le flux d'air frais. Le réfrigérant entre dans le condenseur sous forme de vapeur à haute pression et haute température. En circulant dans le faisceau, le réfrigérant transfère son énergie thermique vers l'air ambiant. Ceci permet au réfrigérant de changer de phase. Il se condense pour sortir sous forme liquide du faisceau. Il existe deux types communs de condenseurs, à circulation en serpentin et circulation parallèle. Ce type de condenseur est constitué d'un seul long tube enroulé sur lui-même, avec des ailettes de refroidissement entre les différentes longueurs de tube. Le tube n'est généralement composé que d'une seule couche. Cette conception est très similaire à celle d'un radiateur à flux transversal. Le réfrigérant peut passer à travers de nombreux passages au lieu d'un seul, ce qui permet d'augmenter la surface d'échange thermique. L'un ou l'autre type de condenseur peut être accompagné d'un ventilateur électrique. Le ventilateur du condenseur fonctionne généralement lorsque le compresseur est actif. Le flux continu d'air sur les ailettes de refroidissement facilite la régulation de la pression du réfrigérant et le transfert de chaleur. Le réservoir déshydrateur fait office de filtre à particules, de réservoir de stockage du réfrigérant et, surtout, d'absorbeur d'humidité. Toute présence d'humidité finit par causer une dégradation acide des composants du circuit. Un matériau déshydratant à l'intérieur du réservoir déshydrateur assure l'absorption de toute humidité présente dans le circuit. Ce matériau se présente généralement sous la forme de billes de gel de silice. Le réfrigérant filtré et exempt d'humidité est maintenant refoulé par le compresseur à travers un détendeur ou un ajutage fixe vers l'évaporateur. Pour un aperçu plus détaillé de la commande du débit de réfrigérant et du circuit côté basse pression, regardez la prochaine vidéo de cette série. Rappelez-vous toujours qu'avoir une bonne connaissance de la climatisation vous aidera lors du diagnostic ou de l'entretien du système. Le circuit de climatisation d'un véhicule peut être divisé en un côté haute pression et un côté basse pression. Intéressons-nous de plus près au côté basse pression. Le réfrigérant est comprimé et acheminé à travers un condenseur et un réservoir déshydrateur filtre avant d'atteindre un dispositif de régulation du débit. Ce dispositif peut être un détendeur thermostatique ou un tube à orifice calibré. Le but du détendeur thermostatique est double, réguler le débit de réfrigérant dans le circuit, d'une part, et garantir le changement d'état complet du réfrigérant, de l'autre. La régulation du débit est assurée par une simple sonde de température ou de pression qui elle-même commande un pointeau. Quant au changement d'état, il est réalisé par la dilatation rapide du réfrigérant à travers un orifice de dosage. Les deux types les plus courants de détendeurs actuels sont le tube capillaire et le détendeur thermostatique. Ce type de détendeur commande le débit de réfrigérant en utilisant des pressions opposées. Un tube capillaire est un récipient étanche contenant du réfrigérant. La sonde est placée près de l'évaporateur, sur le tube de sortie.
Lorsque la température dans le tube de sortie augmente, ce qui indique un échange important de chaleur dans l'évaporateur, une partie de l'énergie thermique est transmise à la sonde. Cette augmentation de la température fait grimper la pression du réfrigérant dans le tube capillaire, ce qui a pour effet de déplacer la membrane de commande. Comme la membrane est reliée à un pointeau, tout mouvement vers le bas est transmis, forçant le pointeau à s'éloigner de l'orifice de dosage. Plus le pointeau s'ouvre, plus la quantité de réfrigérant circulant dans le système est importante. En passant à travers l'orifice de dosage, le réfrigérant liquide sous haute pression se vaporise sous l'effet de la chute de pression ainsi créée. Alors que le débit de réfrigérant augmente à travers l'évaporateur, la température dans le tube de sortie commence à baisser. Cette baisse de la température est elle aussi transmise au tube capillaire. La pression du réfrigérant dans le tube chute, ce qui atténue la force exercée sur la membrane et permet au ressort de rappel de fermer le pointeau. La réduction du débit de réfrigérant entraîne une augmentation de la température en sortie de l'évaporateur. Le processus peut alors recommencer. Le cycle est continu à l'intérieur du détendeur. Le détendeur thermostatique diffère légèrement en ce qu'il n'utilise pas de tube capillaire pour détecter la température. Au lieu de cela, le réfrigérant sortant de l'évaporateur traverse le détendeur thermostatique avant d'arriver au compresseur. Le détendeur thermostatique a lui aussi une membrane de pression étanche et un tube de détection rempli de réfrigérant, mais il est placé directement dans le trajet de la vapeur en sortie de l'évaporateur. La chaleur extraite de l'habitacle est transférée à la vapeur de réfrigérant par l'évaporateur. Cette vapeur traverse ensuite le détendeur en passant sur le tube de détection. Le transfert de chaleur à ce stade entraîne une hausse de la pression du réfrigérant dans le tube de détection. La membrane et le tube de détection sont reliés à un pointeau situé dans la partie haute pression du détendeur. Le réfrigérant sous haute pression éloigne le pointeau d'un orifice de dosage. Le réfrigérant peut maintenant passer à travers l'orifice, où il change d'état pour se transformer en vapeur à basse pression et basse température. Encore une fois, en traversant l'évaporateur, la vapeur à basse température absorbe la chaleur de l'habitacle. Cette vapeur chauffée sort de l'évaporateur et passe par le détendeur avant de rejoindre le compresseur. Lorsque la température de l'habitacle est redescendue au niveau souhaité, le réfrigérant absorbe moins de chaleur en traversant l'évaporateur. Ce réfrigérant à basse température passe sur le tube de détection, ce qui influence la pression à l'intérieur de celui-ci. Lorsque la pression dans le tube de détection et la membrane diminue, un ressort de rappel ferme le pointeau, ce qui limite l'écoulement du réfrigérant. Ceci provoque une augmentation de la température de l'évaporateur et la répétition du cycle du détendeur. Ce dispositif est simplement composé d'un tube, d'un filtre et d'un orifice calibré que le réfrigérant doit traverser avant d'atteindre l'évaporateur. Le tube à orifice est situé à la jonction des côtés haute et basse pression. Le réfrigérant liquide passe à travers un filtre à maillage serré avant d'atteindre l'orifice. Le filtre sert seulement à empêcher que des contaminants n'obstruent l'orifice. Le réfrigérant liquide est ensuite forcé à travers la petite ouverture. Sa pression diminue considérablement, ce qui entraîne une perte importante d'énergie thermique. La vapeur à basse pression et basse température est maintenant prête à entrer dans l'évaporateur. Les tubes à orifice sont disponibles en différentes tailles. Plus l'habitacle est spacieux, plus la quantité de réfrigérant devra être élevée dans le circuit. Les tubes à orifice sont identifiables à la couleur extérieure du plastique. Après avoir quitté le détendeur ou le tube à orifice calibré, le réfrigérant passe dans l'évaporateur sous forme de vapeur à basse pression et basse température. Lorsque le réfrigérant froid traverse le serpentin de l'évaporateur, l'air chaud de l'habitacle passe à travers les ailettes de refroidissement. L'énergie thermique de l'air est transmise aux ailettes de refroidissement, au serpentin de l'évaporateur, puis au réfrigérant. Alors que le réfrigérant absorbe l'énergie thermique, toute humidité contenue dans l'air passant sur les ailettes de refroidissement se condense et sort par les tubes d'écoulement situés dans le carter d'évaporateur.
la plupart des véhicules utilisent un évaporateur à plaque pour ses performances supérieures. Seul un système à tube à orifice calibré utilise un accumulateur. Il remplit une fonction similaire à celle d'un réservoir déshydrateur. Il doit donc stocker le réfrigérant, filtrer les particules, absorber l'humidité, mais aussi séparer le réfrigérant liquide du vapeur. L'accumulateur est monté dans le côté basse pression du circuit, en aval de l'évaporateur. Un mélange de vapeur et de liquide quitte l'évaporateur et pénètre dans l'accumulateur par l'orifice d'entrée. Là, le mélange se sépare, la vapeur moins dense monte vers le haut du réservoir. Cette vapeur est alors aspirée, à travers un filtre, vers le côté basse pression du compresseur. Celui-ci est généralement placé en position haute dans le compartiment moteur pour absorber la chaleur. Cela aide à transformer le réfrigérant liquide en vapeur. Un matériau déshydratant est placé dans le liquide pour absorber toute humidité présente dans le circuit. L'accumulateur stocke le réfrigérant liquide lorsque la climatisation est sur un réglage bas ou hors fonction. Les orifices de charge permettent d'entretenir et de contrôler la climatisation lorsque le circuit est sous pression. On utilise des orifices de différentes tailles pour identifier les côtés haute et basse pression du circuit. Des bouchons anti-poussière munis d'un joint sont utilisés pour obstruer les orifices afin d'éviter l'entrée d'eau ou de débris dans le circuit. Ces orifices de charge peuvent être équipés d'une valve Schrader ou d'un clapet à billes pour maintenir l'intégrité du système. Rappelez-vous toujours qu'une bonne connaissance de la climatisation facilite les opérations de diagnostic et d'entretien du système. Ce type de frigorigène, que l'on appelait la vie après le R134A, ou plus précisément la nouvelle alternative au frigorigène R134A, est dans nos véhicules depuis 1996. Le R1234YF est un frigorigène synthétique à base d'hydrofluoroléphine, HFO, développé conjointement par DuPont et Honeywell en remplacement du R134A pour les applications de climatisation dans le secteur automobile. En termes d'entretien et de réparation, comme les propriétés thermiques du R1234YF sont analogues à celles du R134A, les différences dans les systèmes sont minimes. En conséquence, il est possible de diagnostiquer les problèmes éventuels à l'aide de méthodes similaires. Bonjour, je m'appelle Clint. Soyez les bienvenus dans la formation. Le R1234YF est un frigorigène à l'hydrofluoroléphine ou HFO. Il est composé d'hydrogène, de fluor et de carbone et contient au moins une liaison double entre les atomes de carbone. En raison de sa composition, nous sommes assurés par les fabricants que le R1234YF n'endommage pas la couche d'ozone et que son impact sur le réchauffement climatique est minime. En fait, les fabricants de ce frigorigène avancent que son potentiel de réchauffement climatique est ultra faible, avec un indice d'environ 1. En d'autres termes, si 1 kg de R1234YF était accidentellement libéré dans l'atmosphère, son incidence sur l'effet de serre serait considérablement inférieure à celle d'1 kg de dioxyde de carbone. À titre de comparaison, le frigorigène HFCR 134 a un potentiel de réchauffement climatique de 1430, tandis que celui du CFCR 12 atteint près de 10 900. Il est donc bien plus respectueux de l'environnement en cas de libération accidentelle dans l'atmosphère, mais sa capacité à refroidir un véhicule est-elle aussi efficace que celle du R134A? Quand on compare les spécifications d'un véhicule contenant du R1234YF avec celles d'un véhicule identique contenant du R134A, on constate que les capacités du frigorigène sont très similaires. Le R1234YF a un point d'ébullition inférieur de -29°C, contre -26°C pour le R134A. Un point d'ébullition inférieur offre des caractéristiques d'évacuation de la chaleur plus efficaces. Étant donné que les pressions côté haut et bas sont très similaires entre le R134A et le R1234YF, la conduite d'un diagnostic à l'aide d'un collecteur ne sera pas étrangère à ceux d'entre vous qui ont l'habitude de travailler avec des frigorigènes à base d'hydrofluorocarbures.
Toutefois, le R1234YF a été critiqué en raison de son inflammabilité. Examinons les chiffres à ce sujet. Selon la fiche de données de sécurité des matériaux fournis par un fabricant réputé de frigorigènes, le R1234YF présente une cote d'inflammabilité de fluide à 2L légère avec une température d'auto-inflammation d'environ 410 degrés Celsius. Par rapport à un grand fabricant de R134A présentant un indice non inflammable et aucun point d'auto-inflammation, on comprend pourquoi, dans les chiffres, cela peut susciter des préoccupations. Mais honnêtement, la quantité relativement limitée de frigorigène utilisée dans les applications automobiles pose un risque très faible pour le véhicule et ses occupants. Pour l'essentiel, les composants du système sont les mêmes, sauf qu'il y a également un échangeur de chaleur en ligne et que les raccordements des ports de maintenance sont différents. L'échangeur de chaleur intermédiaire implique un processus de transformation de liquide en vapeur et comporte une chambre interne et une chambre externe. En cours de fonctionnement, le frigorigène liquide chaud est poussé depuis le condensateur à travers le tube central jusqu'à un orifice fixe ou un détendeur thermostatique. Le tube interne de l'échangeur de chaleur intermédiaire est entouré de la vapeur de frigorigène froide qui retourne au compresseur depuis l'évaporateur. Dans tout système de climatisation, le rôle du condensateur consiste à évacuer une partie de la chaleur du frigorigène afin de faciliter un changement d'état. Au niveau de la sortie, la température est toutefois encore très chaude. L'échangeur de chaleur intermédiaire fait sortir l'énergie thermique du frigorigène liquide chaud pour l'acheminer jusqu'à la vapeur basse pression plus froide. Le frigorigène déjà ainsi refroidi pénètre dans le détendeur et le système utilise la capacité de refroidissement qui, sinon, serait gaspillée, pour améliorer l'efficacité de la climatisation. Un autre avantage de l'échangeur de chaleur intermédiaire est qu'il permet de surmonter le problème des minuscules gouttelettes de liquide que contient généralement la vapeur quand elle sort de l'évaporateur. Bien que la quantité de gouttelettes ne suffise pas à endommager le compresseur, cela réduit le niveau d'efficacité. L'absorption de l'énergie thermique provenant du flux interne de frigorigène liquide chaud permet de soumettre toutes les gouttelettes éventuellement présentes à une nouvelle phase d'évaporation avant d'arriver au compresseur. Cela permet de diminuer le couple du vilebrequin ou l'énergie de la batterie qui est nécessaire au fonctionnement du compresseur, ce qui réduit les émissions et améliore les économies de carburant. Pour éviter une contamination croisée et l'introduction d'un liquide de type inapproprié dans un véhicule doté d'un système de frigorigène à base de R1234YF, on utilise des ports de maintenance de différentes tailles. Comme les ports côté haut et bas sont tous deux plus grands, ils sont incompatibles avec les anciens raccords rapides correspondant au système AR134A. Les nouveaux systèmes AR1234YF sont également équipés d'un évaporateur restructuré qui est plus solide et moins susceptible de présenter des fuites. Si vous devez en remplacer un, il convient donc de vous assurer qu'il est conforme à la norme SAE J2842. Si votre atelier est spécialisé dans l'entretien de climatiseurs ou que vous procédez à la réparation de climatiseurs dans le cadre de vos différentes tâches, vous devrez investir dans de nouveaux équipements. La règle générale pour tout équipement utilisant du R1234YF est qu'il doit être ignifuge. Cela permet d'assurer que l'environnement de travail est dépourvu d'étincelles. Nous pouvons également dire que c'est un système conforme au liquide à 2L. En général, une fonction d'identification de frigorigène est intégrée dans les machines de récupération et d'entretien spécifiques au R1234YF. Cette petite fonction permet de réduire considérablement le risque de contamination croisée en prélevant un échantillon de frigorigène avant le retrait, permettant ainsi à l'utilisateur de collecter et d'isoler la charge récupérée. Une fois de plus, les procédures de récupération et de rechargement sont similaires à celles du R134A. Veillez simplement à suivre les instructions du fabricant de l'équipement et du constructeur du véhicule. Les bouteilles de R1234YF sont blanches avec une ogive rouge, ce qui permet de les identifier facilement. Pour empêcher l'installation d'une bouteille de R1234YF sur une machine à R134A,
Le raccord du robinet de la phase liquide est usiné avec un filetage à gauche, alors que celui d'une bouteille de 134A comporte un filetage à droite. Il est important d'appliquer certaines précautions en matière de stockage des bouteilles de 1, 2, 3, 4 YF, comme nous le faisons avec des bouteilles de 134A, protégez-les de la lumière directe du soleil et conservez-les à moins de 50 degrés Celsius dans une zone bien aérée, à l'abri de toute étincelle ou flamme. Veillez à ne pas faire de confusion. Les systèmes à base de R134A ne sont pas conçus pour fonctionner avec un frigorigène inflammable, surtout pas. Il ne faut jamais convertir des systèmes à base de R134A en vue d'utiliser du R1234YF car ces systèmes plus anciens ne peuvent pas être convertis à un niveau permettant de répondre aux exigences des normes internationales SAEJ 639 et SAEJ 2842. Ces normes exposent les exigences spécifiques en matière de conception de ces systèmes. Comme nous l'avons mentionné précédemment, un évaporateur à R1234YF est considérablement plus puissant que le modèle que l'on trouve généralement dans un système à base de R134A. Le HFO R1234YF est la nouvelle alternative, et il faut s'y résigner. Les constructeurs automobiles l'installent dans tous leurs véhicules neufs et ce ne sera pas long avant que l'on vous demande d'en réparer un dans votre atelier. Assurez-vous d'être prêt à ce moment-là. Préparez-vous en apprenant de nouvelles compétences dans ce domaine. Pour éviter les pannes coûteuses, un circuit de climatisation automobile devrait faire l'objet d'un contrôle d'efficacité tous les 12 mois et d'un entretien complet tous les 2 ans. Alors que le contrôle d'efficacité est une opération relativement simple, l'entretien complet nécessite de bonnes connaissances préalables des principes de la climatisation. Tous les réfrigérants ont un point d'ébullition très bas, ce qui exige de prendre des précautions particulières avant d'intervenir sur un circuit. Il est essentiel d'utiliser un équipement de protection individuelle. Un contact du réfrigérant avec la peau peut entraîner des gelures graves. Gardez toujours les bouteilles de réfrigérant à l'abri de la lumière directe du soleil. La température de la bouteille ne doit jamais dépasser 50 degrés Celsius, car la dilatation du réfrigérant peut provoquer l'éclatement du disque de rupture et un dégagement de vapeur dans l'atmosphère. Rappelez-vous qu'une bouteille de réfrigérant est un récipient de liquide sous pression et ne doit jamais être remplie à plus de 80% de sa capacité. Les 20% restants sont nécessaires pour permettre la dilatation thermique du réfrigérant. Ne jamais appliquer directement de l'eau chaude ou de la vapeur sur les composants d'un circuit de climatisation automobile lors du nettoyage. Et ne jamais inhaler des vapeurs de réfrigérant. Il s'agit d'une substance très dangereuse pour la santé. Le contrôle d'efficacité permet de déterminer si une réparation est nécessaire avant l'entretien programmé du circuit. On utilise à cette fin un jeu de manomètres pour mesurer les pressions hautes et basses dans le circuit. Les valeurs souhaitées varient en fonction de la température ambiante. Des tableaux de pression-température sont disponibles à titre indicatif. La plupart des fabricants de réfrigérants proposent aussi des applications pour smartphones. Un thermomètre sera nécessaire pour mesurer la température ambiante et celle de l'air soufflé dans l'habitacle. Vérifiez que les manomètres sont à zéro et que toutes les vannes sont fermées avant de raccorder le dispositif au véhicule. Raccordez le côté basse pression en premier. Ouvrez les vannes sur les orifices de service et observez le jeu de manomètres. La pression de circuit doit être identique sur les manomètres haute et basse pression. S'il y a une différence significative, c'est le signe d'un blocage qu'il convient d'éliminer avant l'entretien. Mesurez et enregistrez la température ambiante devant le condenseur de climatisation. À l'intérieur du véhicule, placez le thermomètre dans l'aérateur central et démarrez le moteur. Climatisation allumée, ventilation au maximum et toutes les portes ouvertes, amenez le régime moteur à environ 2000 tours minute. Cela permet d'atteindre la cylindrée maximale du compresseur sur les véhicules équipés d'un compresseur à cylindrée variable. Maintenez ce régime pendant 3 à 5 minutes, puis enregistrez la température la plus basse mesurée dans l'aérateur central. Surveillez et enregistrez les pressions maximales sur les manomètres haute et basse pression. Une fois toutes les valeurs relevées,
couper le moteur. Le but d'un contrôle d'efficacité consiste à faire fonctionner le système à pleine puissance pour identifier d'éventuels problèmes. Comparez les valeurs relevées aux indications du tableau des pressions. La pression lue sur les manomètres varie en fonction de la température et de l'humidité ambiante. Cette variation affecte la température en sortie de l'aérateur central. À titre indicatif, une température d'environ 2 degrés Celsius devrait être mesurée à l'aérateur lorsque la température ambiante est de 20 degrés. De même, une température de 15 degrés devrait être relevée pour une température ambiante de 40 degrés. Si les valeurs se situent dans les limites acceptables, le circuit fonctionne normalement. Une inspection visuelle du circuit est requise après le contrôle d'efficacité. Elle révélera toute anomalie évidente à éliminer pour éviter une panne de la climatisation. Il faudra notamment contrôler l'état et la tension de la courroie d'entraînement et rechercher une obstruction du faisceau du condenseur. Rechercher des traces d'huile au raccordement de tuyauterie. Ce peut être le signe d'une fuite de réfrigérant. Rechercher une obstruction du tuyau d'écoulement de l'évaporateur. En cas de doute sur l'étanchéité du circuit, ne pas le recharger. Si l'inspection visuelle est satisfaisante, il faut récupérer le réfrigérant. En atelier, vous verrez des circuits de climatisation qui utilisent un réfrigérant autre que le R134A. C'est pourquoi il faut toujours identifier le type de réfrigérant utilisé avant de le récupérer. Vous devrez utiliser une bouteille de récupération séparée pour chaque type de réfrigérant. Il faut savoir que certains véhicules électriques et hybrides utilisent une huile de lubrification différente dans leur circuit de climatisation. Vous devrez alors utiliser une station de récupération et de charge dédiée pour éviter une contamination croisée. Si vous récupérez différents types de réfrigérants dans la même bouteille, vous ne pourrez pas les réutiliser. Allumez la balance et mettez l'affichage à 0. Placez la bouteille de récupération sur la balance et assurez-vous que sa contenance est suffisante pour la quantité de réfrigérant à récupérer. Rappelez-vous qu'un récipient de liquide sous pression ne doit jamais être rempli à plus de 80% de sa capacité. Branchez un tuyau entre le raccordement de liquide sur la bouteille de récupération et la sortie de l'unité de récupération. Reliez l'entrée de l'unité de récupération à l'orifice de réfrigérant du jeu de manomètre. Assurez-vous que toutes les connexions sont étanches avant d'ouvrir les vannes. Ouvrez l'orifice de liquide de la bouteille de récupération. Placez la vanne de sortie de la machine de récupération en position ouverte. La vanne à boisseau sphérique à l'entrée de l'unité de récupération doit être ouverte et la vanne d'entrée doit être réglée sur liquide. Mettez la balance à 0 avant de lancer la récupération. Ouvrez la vanne de réfrigérant et la vanne côté haute pression de votre jeu de manomètre. Cela permettra au réfrigérant liquide de s'écouler en premier. Une fois le liquide retiré, ouvrez la vanne côté basse pression du jeu de manomètre pour finir de purger le circuit. Allumez l'unité de récupération pour activer le compresseur. Ouvrez lentement la vanne d'entrée de la machine en direction de la position vapeur. Si le compresseur commence à cogner, ce qui indique qu'il reste du liquide dans le circuit, fermez lentement la vanne d'entrée jusqu'à ce que le cognement cesse. Ouvrez complètement la vanne d'entrée une fois que le liquide a été retiré du circuit. Faites fonctionner le compresseur jusqu'à ce que le niveau souhaité de vide soit atteint. Fermez les vannes de vapeur, de liquide et de réfrigérant du jeu de manomètre. Éteignez la machine et fermez ses vannes d'entrée et de sortie. Fermez la vanne liquide de la bouteille de récupération. Notez la quantité de réfrigérant récupéré. Vous pouvez maintenant évacuer l'huile du séparateur d'huile. Purgez l'unité de récupération après chaque utilisation afin d'éviter une dégradation acide des composants internes. Une fois la procédure de récupération terminée, vous pouvez remplacer le réservoir déshydrateur ou le produit déshydratant. Le circuit que nous avons là nécessite le remplacement du réservoir déshydrateur. Le filtre et le produit déshydratant sont logés dans la boîte métallique. Utilisez toujours des joints neufs lubrifiés à l'huile correcte lorsque vous remplacez un composant du circuit de climatisation.
Ne retirez pas l'ancien réservoir déshydrateur ou les capuchons du nouveau jusqu'à ce que vous soyez prêt à effectuer l'installation. Cela permet de réduire le risque de pénétration de matières étrangères dans le circuit et de garantir que le déshydratant n'absorbera pas des quantités critiques d'humidité. Un système de climatisation à orifice fixe utilise un accumulateur au lieu d'un réservoir déshydrateur. Comme le produit déshydratant se trouve à l'intérieur, il faut remplacer l'accumulateur. Dans ce type de système, il faut aussi remplacer le filtre à réfrigérant tube à orifice. Les valves Schrader doivent être remplacées après chaque récupération du réfrigérant. Lorsqu'un composant du circuit est remplacé, il faut ajouter de l'huile, en veillant à utiliser le type et la quantité appropriée. Ce tableau montre un exemple de la quantité et du type d'huile à ajouter pour chaque élément remplacé du circuit. La purge éliminera toute trace d'air et d'humidité du circuit. En abaissant la pression, on éliminera totalement l'air du circuit. Raccordez la pompe à vide et ouvrez les vannes côté haute pression, côté basse pression et de dépression du jeu de manomètre. Faites fonctionner la pompe pendant au moins 30 minutes. Fermez toutes les vannes du jeu de manomètre et éteignez la pompe à vide. Notez la valeur de dépression sur le manomètre côté basse pression. Pour confirmer l'étanchéité du circuit, il faut s'assurer que cette valeur ne change pendant les 10 minutes qui suivent. Si la pression n'a pas changé, vous pouvez procéder au chargement du réfrigérant. Raccordez la sortie de liquide de la bouteille de réfrigérant à l'orifice de réfrigérant du jeu de manomètre. Ouvrez la vanne liquide sur la bouteille, puis mettez la balance à 0. Vérifiez la quantité exacte de réfrigérant nécessaire pour le circuit. Ouvrez la vanne côté haute pression. Utilisez la vanne de réfrigérant pour réguler le débit de fluide entrant dans le circuit. Fermez la vanne de réfrigérant une fois que le poids de charge correct est atteint. Rappelez-vous qu'une valeur négative sera affichée sur la balance. Fermez la vanne côté haute pression ainsi que la vanne liquide de la bouteille. Il faut maintenant effectuer un deuxième contrôle d'efficacité. Si l'efficacité du système est correcte, coupez le moteur et laissez les pressions se stabiliser dans le circuit. Une fois ce contrôle terminé, profitez-en pour retirer et inspecter le filtre à air d'habitacle, le cas échéant. Quand le filtre est retiré, vous pouvez désinfecter et désodoriser le circuit de climatisation. Remplacez ou reposez le filtre le cas échéant. Débranchez les tuyaux du véhicule et rangez-les correctement. Vérifiez l'étanchéité des valves Schrader et remplacez les capuchons. Reposez tous les couvercles enlevés. Apposez l'étiquette appropriée bien en vue, avec toutes les informations nécessaires. Mais lorsque vous l'aurez suivi plusieurs fois, la procédure deviendra presque automatique. Rappelez-vous que vous avez affaire à des substances réglementées dans un circuit sous pression. Alors suivez la procédure et ne prenez pas de raccourcis. Dans la plupart des véhicules modernes, les compresseurs de climatiseurs sont dotés d'un embrayage électromagnétique qui fait partie de l'unité de poulie du compresseur. Est conçu pour engager la poulie sur l'arbre du compresseur quand la bobine à embrayage est sous tension. La fonction de l'embrayage consiste à transmettre la puissance du moteur au compresseur et à permettre d'engager et de désengager le système de réfrigération provenant du fonctionnement du moteur. L'embrayage est entraîné par une ou plusieurs courroies de transmission installées sur le moteur. Quand l'embrayage est engagé, le disque d'entraînement de l'embrayage transfère la puissance de la poulie à l'arbre du compresseur. Quand l'embrayage n'est pas engagé, l'arbre du compresseur ne tourne pas et la poulie tourne librement jusqu'à ce que l'embrayage soit réengagé. L'embrayage permet à un circuit électronique de contrôler le système de climatisation. Ce contrôle est possible en utilisant un point de terre dans le module de commande moteur et un relais. Il peut également y avoir une diode décréteuse qui élimine les pointes de tension du champ électromagnétique de retour dans le circuit. La bobine à embrayage ne tourne pas quand le système de climatisation est en fonctionnement. La bobine stationnaire située sur le corps du compresseur aimante l'unité de poulie. Cela engage l'embrayage sur le moyeu d'embrayage installé au niveau de l'arbre du compresseur, ce qui génère un flux de frigorigène dans le système. Quand le commutateur de la climatisation est activé, le module de régulation de la climatisation,
ou système GVAC, envoie un message de demande au module de commande moteur sous forme de données sérielles. Si toutes les conditions de signal d'entrée du capteur sont réunies, le module de commande moteur relie le circuit de commande de la bobine du relais de l'embrayage du compresseur de la climatisation à la terre. Ceci ferme les contacts dans le relais et une tension est alors envoyée à la bobine à embrayage du compresseur. Une fois que la température de l'habitacle a atteint la valeur souhaitée ou que les pressions sont correctes, la tension d'alimentation s'interrompt et l'embrayage électromagnétique est relâché. Dans certains modèles de compresseurs différents, l'embrayage est toujours engagé et le flux de frigorigène est possible grâce à un solénoïde à débit variable. Un signal à modulation d'impulsion en durée est envoyé au solénoïde pour contrôler le débit. La performance du compresseur du climatiseur est régulée selon la charge de refroidissement. Il ne suffit donc pas d'accéder à l'avant du véhicule et de vérifier le bon fonctionnement du compresseur pour confirmer que le système est pleinement opérationnel. Les codes P0645, P0646 et P0647 sont certains des nombreux codes d'anomalie liés au circuit de commande du témoin du relais de l'embrayage du compresseur. Ils sont associés à un dysfonctionnement du circuit de commande ou à une tension faible ou élevée dans ce circuit. Ces codes s'activent en présence d'un court-circuit à la terre, d'une ouverture, d'une résistance excessive ou d'un court-circuit de tension dans le circuit. Comme toujours, il est important d'utiliser un mainteneur de batterie lors de procédures sur des circuits de tension critiques. Vérifiez toujours tous les codes d'anomalie associés ou les données de trame fixe. Dans certains cas, un code d'anomalie peut s'activer et provoquer l'arrêt du climatiseur. Si vous connaissez les valeurs des données recommandées, cela vous aidera à assurer un diagnostic efficace. Pour exclure l'embrayage parmi les composants en cause, vous pouvez débrancher la tension d'alimentation au niveau de la bobine à embrayage électromagnétique et raccorder un multimètre réglé sur volt entre les deux bornes. Quand le moteur tourne, si le multimètre affiche la tension de la batterie, cela indique clairement que l'alimentation électrique, la mise à la terre et le circuit sont en état de marche. En conséquence, le problème se trouverait dans la bobine à embrayage du compresseur. Il faut le tester pour confirmer votre diagnostic. Placez le câble noir de l'appareil de mesure sur le corps du compresseur et l'autre câble sur l'une des bornes du connecteur de l'embrayage, puis réglez l'appareil sur OM. Si l'appareil affiche une valeur, il y a un court-circuit à la terre dans l'embrayage du compresseur. En l'absence de mesure, déplacez l'autre câble de l'appareil sur la deuxième borne du connecteur de l'embrayage et observez l'affichage. Si l'appareil n'affiche toujours aucune valeur, il y a une ouverture dans la bobine à embrayage du compresseur. Il est utile de contrôler la résistance de la bobine à embrayage dans les spécifications du constructeur car cette information vous aidera à déterminer si le problème découle d'une résistance excessive. Si les tests initiaux montrent que la tension au niveau du connecteur du faisceau est nulle ou inférieure à la valeur recommandée, des diagnostics complémentaires sur le circuit de commande sont nécessaires. Un grand nombre de problèmes différents peuvent compromettre la performance d'un système de climatisation. L'utilisation de manomètres d'admission pour diagnostiquer la cause d'un problème est relativement simple. Les valeurs de pression type sur un système de climatisation R134A avec le moteur coupé devraient se situer dans une fourchette de 500 à 700 kPa sur des manomètres basse et haute pression. Ces valeurs sont mesurées si la température ambiante est d'environ 25 degrés Celsius. Une baisse ou une augmentation de la température ambiante affectera de la même façon ces pressions. Une température élevée augmente la pression et une température faible la réduit. Commencez toujours par vérifier le cycle de l'embrayage du compresseur. Ce contrôle permet de confirmer l'alimentation en courant dans le bobinage d'excitation. La valeur mesurée par le manomètre côté bas devrait tomber à environ 200 kPa et celle du manomètre côté haut devrait monter à environ 1200 kPa. Encore une fois, un changement de la température ambiante affecte ces valeurs de pression. Lors d'un test de performance, les températures de l'évent central, quand la température extérieure est de 25 degrés Celsius, devrait tomber à environ 5 degrés Celsius. Lors du diagnostic d'un problème sur un système de climatisation, il convient de noter qu'un grand nombre de symptômes seront courants. Pour isoler la cause, il faut pouvoir interpréter les mesures de pression des manomètres d'admission de manière précise et efficace.
Dans ce module de formation, nous allons examiner les problèmes les plus courants et leurs symptômes respectifs. Si la température de refoulement de l'évent central est supérieure à la normale, observez les manomètres d'admission. Une mesure élevée sur les deux manomètres, mais sans fluctuation de celle du manomètre côté bas lors d'un cycle du compresseur, indique qu'il peut y avoir une grande quantité d'air et d'humidité dans le système. Cela peut découler d'une fuite d'un composant ou d'une ancienne réparation mal effectuée. Si la température de l'évent de refoulement est chaude et que le compresseur émet des bruits anormaux, surveillez les manomètres. Si le manomètre côté haut affiche une pression basse et que celui côté bas affiche une pression élevée, cela peut indiquer un dysfonctionnement interne dans le compresseur, une obstruction du tuyau d'aspiration du compresseur ou un accumulateur bouché dans un système à orifice invariable. Si le manomètre côté bas affiche une mesure faible, voire un vide, et que la mesure du manomètre côté haut est également très faible, vérifiez si du givre s'est accumulé sur les conduites basse pression. La cause la plus probable serait une obstruction des orifices du tube filtrant. Si le client se plaint que les températures au niveau de l'évent sont incohérentes et que le débit d'air est faible, vérifiez l'accumulation éventuelle de glace au niveau des tuyaux côté bas. Ce problème s'accompagnerait d'un affichage de valeurs supérieures à la normale sur les deux manomètres. La cause peut être un blocage du détendeur thermostatique, ce qui inonderait l'évaporateur de réfrigérant, ou un positionnement inapproprié du bulbe thermostatique ou de la thermistance de l'évaporateur. Si le détendeur thermostatique est bloqué en position fermée, la quantité de réfrigérant qui traverse l'évaporateur et qui passe au niveau de l'aspiration du système est insuffisante. Les mesures correspondantes sur les manomètres sont alors considérablement inférieures à la normale. Dans ce cas, il peut également y avoir du givre sur le détendeur thermostatique. La cause du blocage du détendeur peut être la pénétration d'humidité, qui entraîne la formation de rouille, ou une thermistance d'évaporateur défectueuse ou mal positionnée. Si la valeur indiquée par le manomètre côté haut est considérablement supérieure à la normale, mais qu'elle est normale côté bas, plusieurs anomalies sont possibles. Avec ce type de problème, il est également possible que le cycle de l'embrayage du compresseur soit fréquent et que les conduites côté haut soient très chaudes. Il faut tout d'abord vérifier si le débit d'air dans le condensateur est suffisant. Dans le cas contraire, il peut y avoir une obstruction devant l'amortisseur, une obstruction du condensateur, des ventilateurs de refroidissement inopérationnels ou un glissement de courroie. Il peut manquer des joints en mousse entre le condensateur et le radiateur, ou même, une surchauffe du système de refroidissement. Au niveau de l'évent central, si la température est initialement très froide, voire glacée, puis qu'elle se réchauffe avec une réduction du débit, cela peut indiquer que l'évaporateur est gelé. Dans ce cas de figure, les deux manomètres semblent fonctionner dans leur plage normale. Ce problème peut être associé à un cycle rapide du compresseur. La cause probable est un problème dans le circuit de la thermistance de l'évaporateur ou la position de la thermistance. Si les valeurs des deux manomètres sont inférieures à la normale, que la température de l'évent central est chaude et que le client se plaint de sifflements provenant de l'arrière du tableau de bord, la cause peut être une charge de réfrigérant faible. Confirmez que le compresseur effectue son cycle et procédez à un diagnostic de fuite avant de recharger le système. Si les valeurs affichées sur les deux manomètres sont inférieures à la normale, qu'il y a des signes de suintement ou d'humidité au niveau des conduites côté haut et que la température de l'évent de refoulement est fraîche, mais pas froide, la cause peut être une restriction côté haut. Le compresseur peut être bruyant et la vitesse de ses cycles peut être supérieure à la normale, la cause est une hausse de la pression dans le système. De la condensation peut se former en un point de la conduite haute pression, ce qui indique que la restriction se trouve avant la condensation.
De la condensation se forme en raison de la pression différentielle sur la zone de restriction. Un excellent support de diagnostic dans un système de climatisation conventionnel est le test au toucher. Il suffit de toucher les conduites et les composants pour déterminer l'existence de restrictions ou d'obstructions dans le système. Nous savons à présent que tous les éléments situés du côté haut du climatiseur seront relativement chauds, et qu'ils seront frais, voire froids, du côté bas. La température du réfrigérant augmente avant une zone de restriction du fait de l'augmentation de la pression. Après la zone de restriction, la température est bien plus basse qu'elle ne devrait l'être du fait que la pression est réduite. Compte tenu de toutes les tâches à effectuer dans un atelier de nos jours, il est essentiel d'utiliser des manomètres d'admission pour diagnostiquer des problèmes de climatiseur. S'ils sont utilisés correctement, ils vous permettront de gagner du temps et de l'argent.